Bonsoir, mardi 16 novembre, bienvenue dans le journal de TV78. Tout de suite, les titres de l'actualité locale. Inauguration cet après-midi à La Verrière de la maison du projet pour l'avenir du Bois de l'Étang. Son ambition être un lieu de vie et d'échange autour de la rénovation urbaine du quartier qui va largement se transformer dans les prochaines années. Nicolas Dainville, maire de la commune, est notre invité. Le meeting de Valérie Pécresse hier au théâtre de Saint-Quentin en Yvelines, 900 personnes y ont assisté. La candidate au congrès Les Républicains est en campagne dans le département où elle est élue. Et puis de nouveaux espaces de travail et de convivialité pour les étudiants. La mezzanine Vauban a été inaugurée sur le campus de Guyancourt de l'université Versailles-Saint-Quentin, un lieu composé notamment d'un petit amphithéâtre ouvert. Retour également dans cette édition sur la soirée des écrivains persécutés, emprisonnés et empêchés. Elle se déroulait ce lundi à la commanderie à Élancourt. La ville de La Verrière inaugurait cet après-midi une maison du projet pour l'avenir du Bois de l'Étang. Situé en plein cœur du quartier, ce nouveau lieu a pour but de faciliter la concertation avec les habitants au sujet de la rénovation du quartier. Les précisions de Mathilde Franco. La ville de La Verrière a présenté ce mardi 16 novembre sa nouvelle maison du projet pour recueillir les idées et les témoignages des habitants du quartier du Bois de l'Étang au sujet du prochain plan de renouvellement urbain. On a ouvert cette maison du projet pour permettre aux habitants de s'exprimer de manière libre, sans pression, à travers les urnes, à travers les permanences, à travers la consultation des plans du projet. Le projet de renouvellement urbain comprend la démolition de 212 logements. La ville de La Verrière a donc fait appel à l'entreprise Séquence pour réaliser une enquête sociale auprès des habitants du Bois de l'Étang qui sont concernés par la démolition de leurs logements. On a 74% des familles qui se sont déclarées favorables au projet de renouvellement urbain et plus encore 85% qui se sont déclarées favorables à un relogement. Une charte intercommunale a été signée par les 12 maires de l'agglomération. Elle garantit à tous les habitants une gestion prioritaire de leur dossier. Il y a 72% des familles qui souhaitent être logées en dehors de la commune. Et c'est vrai que comme on a 5000 logements sur 50 ans en Yvelines et 100 000 logements en Ile-de-France, c'est vrai que Séquence a les capacités de faire des propositions correspondant aux souhaits et aux besoins des familles. Depuis le lundi 18 octobre, les habitants peuvent donner leur avis sur les futurs aménagements du quartier du Bois de l'Étang, comme les voiries, la végétation ou encore les commerces. Tout reste à décider avec les habitants. Quel commerce on veut, quelle nouvelle maison de quartier, quelle école, quel service. Voilà, tous ces détails-là qui sont extrêmement importants pour la vie du quartier, il faut les décider avec les habitants. Nouvelle voirie, nouvelle école, nouvelle maison de quartier. Ce plan de renouvellement urbain est chiffré à 77 millions d'euros. Il a également pour objectif de doubler le pont de la Ville-Dieu pour ouvrir le quartier vers l'extérieur. Et avec moi par visioconférence, Nicolas Dainville, bonsoir. Bonsoir. Maire de La Verrière. Alors on rappelle les principales informations sur ce renouvellement urbain du quartier du Bois de l'Étang, 616 logements avec une réhabilitation, résidentialisation de 404 logements, une démolition de 212 logements et la création d'un groupe scolaire avec aussi une maison de quartier. Le désenclavement du quartier, c'est l'ambition affichée par ce projet de rénovation urbaine. On vous a entendu dans le sujet dire cette maison du projet, c'est aussi donner l'opportunité à des habitants de s'exprimer librement, sans pression. Pourquoi il fallait donner justement cette opportunité aux habitants ? Eh bien parce que beaucoup d'habitants ont envie de participer à l'avenir de leur quartier, ils ont envie de donner leurs propositions, ils ont envie de donner leur avis, mais malheureusement, on a un phénomène de pression, beaucoup ont peur de s'exprimer librement, et je les comprends, et donc il faut effectivement multiplier les espaces, les moments où ils peuvent s'exprimer de manière libre. Et donc, on a des urnes, on a des adresses mail, on a cette maison du projet qui permet à chacun de venir, notamment avec des permanences, pour avoir des réponses à toutes leurs questions ou pour pouvoir donner leur avis. Voilà, moi, il y a beaucoup d'habitants qui viennent me parler, qui me disent « Monsieur le maire, on n'a pas envie de subir la pression, on a peur ». Parce qu'il y a parfois des menaces, parce qu'il y a parfois des intimidations. On a envie de vous dire ce qu'on a sur le cœur. Et donc, grâce à tous ces lieux et tous ces outils, ils peuvent vraiment contribuer à améliorer l'attractivité du quartier pour l'avenir du quartier et de la ville.
Est-ce qu'on se souvient en juillet notamment d'une réunion publique très tendue en présence du préfet des Yvelines, Jean-Jacques Brault. Comment on compose justement, vous le dites, avec peut-être ces pressions pour ce projet important à la Verrière, ce projet du renouvellement du bois de l'étang? Écoutez, une première étape qui est très importante, c'est cette enquête sociale qui a été menée par un cabinet indépendant. Et juste après, d'autant plus juste après la réunion publique du 5 juillet que vous avez évoquée, eh bien, cette enquête sociale sur les familles concernées par une démolition, il y a 80% des familles qui ont répondu à l'enquête sociale, ce qui est un chiffre très important. 74% d'entre elles sont favorables à notre projet de renouvellement urbain, plus de 80% sont favorables à la perspective du relogement. Et donc, on a une écrasante majorité de familles qui veulent cet avenir, qui veulent ce projet, qui veulent ce coup de jeunesse pour ce quartier qui en a bien besoin, parce qu'ils ont bien conscience que malgré l'attachement qu'ils ont au quartier, certains y habitent depuis très longtemps, eh bien on a un quartier qui souffre d'un manque d'attractivité, qui a des problèmes de structure, avec des canalisations vétustes, des ascenseurs en panne, des problèmes de mécanique sauvage, de voitures ventouses auxquelles on a du mal à lutter durablement. Et donc tout l'enjeu, c'est d'améliorer l'accessibilité du quartier pour les pompiers, pour la police, pour les habitants, d'améliorer la mixité sociale avec une offre de logements plus diverse, d'améliorer le confort avec vraiment les canalisations, les sanitaires, les halls d'immeubles, la sécurisation des accès qui va être lourdement améliorée, et puis de donner, je vous dis, un nouvel avenir pour ce quartier qu'on aime, mais qui en a besoin pour les 10 prochaines années, avec l'enfouissement de la ligne haute tension en parallèle, le pont de la Ville-Dieu en parallèle aussi. Et tout cela, c'est essentiel. Et les habitants sont très, très nombreux à nous le dire. Mais voilà, malheureusement, je dirais qu'on fait face à des groupes qui veulent saboter le projet, qui veulent le faire échouer. Combien de personnes ont répondu justement à l'enquête que vous évoquiez? Combien de personnes? Écoutez, on a 212 familles concernées. Il y a 198 appartements occupés. Et parmi ces 198 appartements occupés, on a 80% de ces 198 logements qui ont répondu à l'enquête. Donc pour un projet, on rappelle le coût, 78 millions d'euros estimé, avec une participation de plusieurs acteurs. On peut citer notamment le département des Yvelines, 22 millions d'euros, ce qui représente environ à peu près 28% de ce projet. Vous parliez aussi, on en parlait dans le sujet de cette charte intercommunale pour le relogement. Justement, c'est une question centrale aussi dans ce projet de renouvellement urbain. Quand vont commencer justement ces relogements? C'était évoqué pour la fin de l'année. Est-ce qu'on est toujours dans ce calendrier pour le début des relogements? Écoutez, l'enquête sociale vient de se terminer. Donc, on a eu 80% des familles qui ont répondu. Maintenant, le relogement va pouvoir commencer. Séquence est en train de mettre en place ses équipes chargées du relogement. L'interbailleur est en train de s'organiser, puisque c'est une charte inédite entre les 12 communes de l'agglo et les 11 bailleurs, pour permettre aux personnes relogées d'être en priorité relogées, et que le critère de leur souhait, vraiment soit le premier critère pris en compte dans le relogement. Elles ont exposé leurs souhaits. Beaucoup souhaitent quitter la ville. Près de 80% de ceux qui ont répondu souhaitent quitter la Verrière. Voilà. Et donc, tout cela se met en place. Et donc, on a déjà des familles qui ont été relogées. Et cela va s'intensifier dans les 2 prochaines années. Il y a une concertation, ça a été évoqué aussi, qui a été lancée depuis le 18 octobre. Elle se poursuit jusqu'à dimanche, ce 21 novembre, où les habitants peuvent consulter déjà le dossier du projet, donner leurs avis avec des urnes qui sont mises à disposition dans plusieurs lieux de la commune. Il y a aussi, citons, 2 réunions encore qui doivent se dérouler. Une ce soir qui est à 18h30 en mairie sur l'environnement et le cadre de vie. Une jeudi soir à 18h30 sur la circulation, le stationnement et la sécurité. Comment allez-vous utiliser justement les avis que vous allez recueillir dans la suite de ce projet? Qu'est-ce qui reste à déterminer, justement? Eh bien, écoutez, déjà, c'est un projet qui dure depuis 7 ans. Et donc, depuis 7 ans, il y a eu beaucoup de réunions, beaucoup d'avis qui ont nourri ce projet. On a maintenant un cadre. Le cadre, c'est l'ANRU. Alors, c'est contraignant, ça impose un minimum de démolition pour, je dirais, changer durablement le quartier, le rendre plus ouvert, plus accessible. Mais à l'intérieur du cadre, tout reste à co-construire avec les habitants constructifs qui souhaitent participer à ce changement. Et donc, tout reste à décider ensemble.
quel service l'on souhaite dans le quartier, quel commerce l'on veut, quelle nouvelle école, puisqu'on aura une nouvelle école moderne pour accueillir au mieux nos enfants, quelle nouvelle maison de quartier, quel type de réhabilitation semble urgente pour les habitants. Donc tous ces détails si importants restent à co-construire avec les habitants. Il y a des habitants qui tous les jours nous écrivent, qui tous les jours participent par Internet, dans les permanences, dans nos rendez-vous, dans les urnes, et qui donnent leurs avis sur les types de voiries qu'ils souhaiteraient voir, sur les types de sécurité en termes de sécurité routière, sur les types d'écoles pour accueillir et faire réussir les enfants, sur les types de commerce. Voilà, tout cela, les habitants participent, et tous ceux qui participent, je peux vous dire, c'est extrêmement important, puisque ça permet de finaliser le projet. Voilà, à l'intérieur du cadre, le cadre de l'ANRU, mais à l'intérieur, la co-construction nous est essentielle. Concertation lancée jusqu'au 21 novembre. Toutes les informations sur le site internet de la Verrière. Une dernière question, début des travaux fin 2022 pour ce projet ? Écoutez, oui, tout va se dérouler effectivement dans les prochains mois. On va commencer par la réhabilitation des plus de 400 logements que vous évoquiez. Ensuite, le relogement se poursuivra dans les 2-3 prochaines années. Puis viendra les travaux de l'école, de la nouvelle école, puis des voiries, puis du pont de la Ville-Dieu en 2025. C'est un projet qui s'étalera sur près de 10 ans. Mais 10 ans, c'est ce qui permettra de donner au quartier une nouvelle attractivité et un nouvel avenir. Merci Nicolas Dainville d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et je le rappelle, maire de la commune de La Verrière. La candidate au Congrès Les Républicains, Valérie Pécresse, en meeting, c'était ce lundi au Théâtre National de Saint-Quentin-en-Yvelines. 900 personnes présentes, un rendez-vous sur son territoire des Yvelines dans le cadre de la campagne. Le reportage de Nicolas Dandry. C'est une étape à domicile de la campagne de Valérie Pécresse. Devant 900 personnes au total, la candidate au Congrès Les Républicains est venue parler de sa capacité à porter les couleurs de son parti pour l'élection présidentielle à travers son parcours politique. L'expérience de la ministre de l'Université qui a tenu 9 mois face à la rue et fait l'une des réformes les plus difficiles du quinquennat Sarkozy, de la ministre du Budget qui a géré les finances de la France pendant la crise des dettes souveraines, de la présidente de région qui s'est battue, qui a conquis une région et qui la dirige alors que c'est une région à la fois urbaine et rurale, riche mais aussi très inégalitaire. Dans la salle du Théâtre National de Saint-Quentin-en-Yvelines, de nombreuses connaissances de Valérie Pécresse, des sénatrices, des conseillers départementaux et régionaux ou encore des maires de communes yvelinoises. Aujourd'hui, je pense que c'est la seule qui est sincère, ou c'est la plus sincère avec ses convictions, et c'est la seule qui a montré qu'elle pouvait aller entraîner les citoyens sur un sujet pour réformer la France sans changer d'avis au gré des sondages. C'est quelqu'un qui fait, et c'est vraiment ce que le pays a besoin aujourd'hui. Arrêtons les discours, les promesses, les jeux, les manipulations de chiffres. C'est quelqu'un de sérieux. Moi, je dirais que, en plus, c'est quelqu'un qui fait ce qu'elle dit. Mais il y avait aussi des militants les Républicains qui n'ont pas encore fait leur choix. Au-delà des idées, il faut un caractère, une personnalité, un rassembleur et quelqu'un qui en impose parmi nos alliés et nos ennemis potentiels. Face à Valérie Pécresse, 4 candidats, Xavier Bertrand, Michel Barnier, Éric Ciotti et Philippe Juvin. Le premier tour du congrès se tiendra du mercredi 1er au jeudi 2 décembre, avant un second tour du vendredi 3 au samedi 4 décembre, jour où l'on connaîtra le candidat Les Républicains à la présidentielle 2022. Ce lundi soir également, Marlène Schiappa était dans les Yvelines. La ministre déléguée à la citoyenneté a répondu à l'invitation de Jean-Noël Barrot. Une réunion publique programmée à Vélizy-Villacoublay. Mathilde Francou. Ils étaient environ une centaine à s'être inscrits pour pouvoir échanger et poser leurs questions à Marlène Schiappa et Jean-Noël Barrot. Ça faisait un moment qu'on voulait que Marlène Schiappa puisse venir à la rencontre des Yvelinoises et des Yvelinois de la 2e circonscription pour échanger sur les sujets dont elle a la responsabilité, c'est-à-dire les sujets de citoyenneté, de laïcité, et sur les sujets sur lesquels elle a eu des responsabilités par le passé, notamment la question de l'égalité femmes-hommes. Donc on est très content que cet échange ait pu avoir lieu.
Plusieurs thématiques autour de la citoyenneté ont été abordées au cours de cette réunion publique lundi 15 novembre à Vélizy-Villacoublay. Des sujets comme la laïcité, l'intégration des réfugiés, l'abstention ou encore la protection des femmes face aux violences. C'est assez glaçant de voir le travail de ces policiers, de ces gendarmes et des psychologues qui les accompagnent, qui doivent répondre parfois à des enfants qui sont en train de témoigner de ce qui est en train de se passer en ce moment même chez eux. L'heure était aussi au bilan pour la ministre qui a défendu un grand nombre de réformes et d'actions portées par le gouvernement d'Emmanuel Macron depuis le début de son quinquennat, à 5 mois de l'élection présidentielle. Et donc Marlène Schiappa, sur la question de l'accueil des Afghans, sur la question de la lutte contre le séparatisme, de la lutte contre les stupéfiants, a pu rendre compte de des activités de son ministère et je trouve que c'est très bien. Il s'agissait de la première réunion publique organisée par le député suite à la crise sanitaire, mais l'objectif est d'en tenir une tous les mois. Faire gagner l'écologie et la justice sociale lors de la présidentielle de 2022, à gauche des citoyens demande l'organisation d'une primaire populaire. L'objectif, rassembler et désigner un seul candidat. Le groupe local de Saint-Quentin-en-Yvelines s'est réuni ce mardi devant l'université Versailles-Saint-Quentin pour parler de l'initiative. Les propos recueillis par Mélanie Poquet et Bichente Merien-Santisteban. L'objectif, c'est vraiment de donner une chance à ces valeurs-là, à l'écologie et la justice sociale. Qui aujourd'hui ne sont pas du tout la priorité du gouvernement actuel. Et c'est pour ça que j'espère vraiment qu'on ait un autre gouvernement, un autre président en 2022. Ce serait super porteur de se dire que pour une fois, les partis politiques et les candidats mettent de côté leurs intérêts personnels, les intérêts de leur parti, face aux intérêts qui sont plus grands aujourd'hui de répondre aux différentes crises qu'on connaît. Et d'autres actions ont lieu partout en France jusqu'au 19 novembre. À l'UVSQ, toujours un nouveau lieu de vie et d'échange pour les étudiants. Une surface de 400 mètres carrés pour la mezzanine Vauban qui regroupe des espaces de travail et de convivialité pour les étudiants. Mathilde Francou s'est rendue à l'inauguration ce lundi. Ce nouveau lieu d'échange et de travail est composé de 3 petites salles isolées réservables en ligne, d'une grande salle de réunion modulable et d'un petit amphithéâtre ouvert. C'est un lieu de vie auquel ils peuvent s'approprier en dehors des horaires de cours. Et donc c'est un lieu ici où ils pourront venir travailler seuls ou à plusieurs, mais également un lieu de convivialité, d'interaction et d'espace de détente. Un projet nécessaire surtout après la crise sanitaire qui a chamboulé le monde étudiant. Après la crise Covid qu'on a connue, c'était hyper important pour les étudiants de ces campus, de ces composantes ici, d'avoir un lieu de vie, un lieu de travail, un lieu partagé en fait, pour faire un peu de lien social et puis c'est un lieu qui est très agréable. Un nouvel espace de travail qui vient compléter la bibliothèque universitaire et la maison de l'étudiant. Ils allaient à la bibliothèque de Saint-Quentin, où il y a aussi des salles de travail, mais il y en a trop peu. Ils allaient à la maison d'étudiants. Sinon, ils se réunissaient soit dans des salles de cours qui étaient vides. Enfin, il n'y avait pas de vrai lieu de vie dédié à ça, quoi. Coût des travaux, 577 000 € auxquels l'État a participé à hauteur de 200 000 € et la contribution de vie étudiante et de campus à hauteur de 246 000 €. Et la fin d'une semaine à Saint-Quentin-en-Yvelines pour sensibiliser à la liberté d'expression à travers le monde. Après avoir rencontré des élèves depuis le 8 novembre dernier, 3 réfugiés politiques, écrivains, chanteuses, journalistes ont participé à une table ronde. C'était organisé par la commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines ce lundi. La soirée des écrivains persécutés, emprisonnés et empêchés, animée par Nouradine Agne, journaliste à Marmite FM. Retour avec Bichente Merien-Santisteban. Il y a un grand respect à avoir pour ces gens-là et la moindre des choses, c'est de manifester notre soutien par notre présence. Organisée pour la journée des écrivains en prison du lundi 15 novembre, la 11e soirée des écrivains persécutés, emprisonnés et empêchés se tenait à la commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines. 3 écrivains se sont livrés à une table ronde pour échanger autour de leur histoire. C'est important pour nous de rencontrer les gens ici parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui habitent en France, Paris, où ils ne savent pas vraiment qu'est-ce qui se passe dans l'autre pays. C'est important de diffuser que nous, les personnes qui sont protégées ici en France, à propos de toutes les choses qui sont passées chez nous, dans notre pays, nous sommes des personnes qui ont un parcours
On vient avec des histoires et on a des richesses à emporter à notre société. Intervenante de la soirée, l'artiste musicale Amari Natura avait déjà fui son pays natal, la Colombie, étant jeune. Cette fois, c'est le Venezuela qu'elle a quitté en raison des messages qu'elle véhiculait lors de ses concerts. Entre autres, le féminisme et la liberté des jeunes. C'est une dictature et c'est dangereux aussi. Donc, les personnes qui sont en train de chercher la liberté d'expression n'ont pas la place chez eux, dans ce cas-là, au Venezuela. Devran Evdirehim a lui été condamné dans son pays pour avoir milité pour le droit d'étudier en langue kurde. J'étais en prison pour 11 ans, 3 mois. Et donc, pendant mes années en prison, j'ai essayé d'écrire en kurde. Aujourd'hui, langue de kurde, pour les Kurdes, c'est interdit. Mais par exemple, il y a une responsable, s'il parle kurde, pour juste pour faire de propagande, pour eux, c'est libre. Troisième intervenant, Anderson De Mitchell, journaliste haïtien qui a subi plusieurs tentatives d'assassinat dans son pays pour son émission traitant de sujets liés à la corruption. Une soirée comme point final d'une semaine de sensibilisation autour de la liberté d'expression. Les 3 réfugiés politiques ont rencontré et discuté avec plus de 400 élèves saint-quentinois. C'est la fin de ce journal, merci de votre fidélité. Dans un instant, nouveau numéro du 7-8 Culture, émission en partie consacrée à la programmation du Centre culturel et Jean Villard à Marly-le-Roi, et c'est avec Célia Gatsongo. Belle soirée sur TV78.